Bonjour Catherine Tournier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous sommes comme déjà, nous sommes à 7 au Festival de Voix Vive de la Poésie, édition 2023. Donc est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Alors la maison d'édition, j'ai créé la maison d'édition Lanskin en 2008. C'est une maison d'édition qui publie de la poésie contemporaine française, étrangère, pour adultes et enfants. Ça me semblait très important qu'il y ait aussi des livres pour enfants. C'est une maison d'édition qui compte maintenant plus de 200 titres. Et j'ai créé cette année une collection nouvelle qui s'appelle Le Livre à 5 pattes, qui essaye de montrer la richesse de la poésie contemporaine, c'est-à-dire grâce au QR code, il y a dans le livre le texte, mais il y a aussi donc un QR code qui permet soit de voir une lecture, soit de voir un film, soit de voir un opéra, par exemple, pour Vincent Tholomé. Donc, au départ, j'étais moi archéologue et historienne de l'art. J'ai à un moment décidé d'arrêter et de me consacrer à ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la lecture et les livres. Et ce qui est magnifique dans la poésie, c'est pour ça que la collection des livres à 5 pattes existe, c'est que la poésie est quelque chose d'extrêmement riche, qui touche aussi bien la musique, la photo, la peinture, la voix, puisqu'il y a des performances. Et comment vous avez choisi le nom? Comment vous choisissez vos auteurs, les textes à publier? Alors, le nom de Lanskin, de la maison d'édition, en fait, quand j'étais étudiante, je suis rentrée dans une librairie et elle était tenue par un vieux monsieur. Et quand je suis rentrée, il s'est levé, il est allé fermer la porte à clé, donc j'étais un peu angoissée. Et il m'a dit de m'asseoir, et il m'a offert un café, et on a commencé à parler. Et au bout d'une heure, il m'a dit, écoutez, revenez dans 15 jours, j'aurai un livre pour vous. Je ne sais pas quel était le livre, je ne savais rien. Et je suis sortie, 15 jours plus tard, je suis revenue, et il m'a donné un livre, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai découvert plein de choses que je n'aurais jamais découvert. Et ce monsieur s'appelait Boris Lanskin. Quand j'ai dû créer ma maison d'édition, il m'a semblé évident de donner le nom de cette maison, de donner à cette maison le nom de Boris Lanskin, donc Lanskin, parce que je pense qu'il m'a permis vraiment de m'ouvrir à des choses extrêmement différentes. Et c'est vrai que dans ma maison d'édition de poésie, j'essaye d'être ouverte à beaucoup de voix différentes, de styles différents, de choses qui me touchent, mais qui peuvent prendre des formes tout à fait autres. Voilà. Ça peut être presque lyrique, ça peut être très contemporain, ça peut être féministe, ça peut être une poésie plus du quotidien. Donc il y a énormément, et c'est ce que j'aime dans la poésie, il y a énormément de styles différents, de manières de s'exprimer, mais c'est toujours des textes qui interrogent la langue et qui interrogent les mots. Les difficultés d'avoir une maison d'édition? Avoir une maison d'édition de poésie, c'est être toujours avec des problèmes d'argent, parce que c'est vrai que on ne peut pas dire que les gens se précipitent pour lire de la poésie, même si les choses changent un peu. Les tirages d'un livre de poésie, c'est entre 300 et 800, donc c'est vraiment des tirages confidentiels.
Et il faut convaincre aussi les libraires que, en étant passionnés, ils arriveront à vendre de la poésie. Et donc c'est vraiment, je dirais, le travail le plus difficile, c'est porter les livres pour qu'ils touchent les gens. Alors il y a des festivals, heureusement, des magnifiques festivals comme le Festival Voix Vive, qui nous permettent de rencontrer aussi bien des lecteurs que des auteurs. Mais voilà, notre travail, c'est aussi d'être présent en librairie, de pouvoir montrer que la poésie contemporaine est quelque chose d'extrêmement vivant et qui peut toucher tout le monde. Vous avez aussi une café littéraire à Paris, n'est-ce pas? Si tu peux parler de... Oui, alors avec Paul de Brancion, nous avons ouvert un café-librairie à Paris qui s'appelle L'Ours et la Vieille Grille. Alors, c'est une librairie axée poésie, donc il y a énormément de poésie, il y a tout un étage de poésie, mais il y a aussi en bas quelques romans, quelques classiques, des livres pour enfants. Notre idée étant d'attirer les gens avec des livres, des romans, voilà, et après de pouvoir leur proposer aussi de la poésie. Et donc il y a un café dans lequel on peut manger, un café tout à fait biodynamie, enfin le vin est nature, enfin, on a vraiment une attention à ça. Et on fait aussi, je sais pas, 3 à 4 lectures par semaine, de poésie principalement, mais aussi, ça peut être aussi des textes plus sociologiques ou politiques, parce que pour moi la poésie est aussi un acte politique souvent. Et là, on le voit très bien, puisque au Festival Voix Vive, il y a des poètes de pays soit en guerre, puisqu'il y a des poètes ukrainiens, palestiniens. Là, je publie un poète palestinien. Donc la poésie est quand même souvent une manière de parler de notre monde, et de notre monde qui est un monde quand même avec beaucoup de problèmes. Donc on reçoit donc beaucoup de poètes, mais on a par exemple reçu un auteur chinois qui avait écrit un livre extraordinaire sur la surveillance en Chine, et c'était vraiment, je me suis dit, c'est intéressant comme ces textes-là peuvent rejoindre aussi des préoccupations de la poésie. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je pense qu'elle est très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses passionnantes. Moi, je trouve il y a énormément de choses diverses. Il y a énormément de femmes qui écrivent. Moi, j'ai beaucoup de femmes poètes. Là, par exemple, lors du festival, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Suisses, il y a des Canadiens qui sont passionnants. Non, je pense que c'est vraiment une poésie qui est intéressante, qui propose des regards sur le monde. Non, je pense faut découvrir des poètes. Il y a plein de poètes à découvrir. La place des femmes dans la poésie actuelle? Très importante, mais depuis longtemps. Enfin, je pense que la place des femmes est importante parce que elles parlent souvent de manière très... Alors, ça dépend, parce qu'il y a certains textes de femmes, je ne pourrais pas dire si c'est une femme ou un homme qui l'a écrit. Il y a des femmes qui... Laure Gauthier, Emmanuel Jawad, sont des auteurs que j'ai publiés. Je ne sais, je pense que ce sont des textes qui sont politiques, qui font penser le monde. Femmes, hommes, ça n'a pas... Pour moi, c'est des textes fondamentaux. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui parlent de sujets, de rapport aux hommes, de la violence. Par exemple, j'ai une auteure sud-africaine qui s'appelle Koleka Putuma. Le livre de Koleka Putuma qui s'appelle Amnésie collective est un livre qui parle des violences que les femmes noires et queer subissent, mais aussi elle parle de la transmission, et de cette transmission qui est aussi
dans les familles, et elle interroge cette transmission qui fait que même dans les familles, les femmes subissent une violence et que même dans la famille, une femme n'est pas protégée. Et ça, c'est un texte magnifique qui parle bien sûr du problème féministe, queer, mais qui, parce qu'elle parle de cet aspect de la transmission, nous interroge nous aussi sur notre manière de transmettre, de notre manière de regarder les rapports hommes-femmes et de ce qu'on va donner aussi à nos enfants. Il y a d'autres textes comme Motiria avec Troué qui parle de la violence qu'elle a subie, ou Séverine Daucourt dans un texte comme Transparaître qui parle justement aussi de l'obligation qui lui a été faite, puisque c'était une très jolie fille et une très jolie femme, d'être toujours dans le désir, et elle exprime dans ce texte justement le fait qu'elle ne pouvait exister et vivre que dans le regard des hommes. Quand un homme, elle accepte jusqu'à la violence, jusqu'à la négation d'elle-même pour être dans ce rapport de désir, de séduction. Et c'est intéressant parce que moi j'ai une fille et c'est vrai qu'on est... ce livre que j'ai publié m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur la manière dont on éduque les filles et ce qu'on leur transmet, même inconsciemment. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment... la poésie féminine en ce moment est une poésie extrêmement percutante, extrêmement politique. La traduction. La traduction. La traduction, c'est avant tout une affaire de rencontre avec des traducteurs, avec des gens avec qui on va s'entendre, qui vont nous proposer, qui connaissent ce qu'on publie, qui connaissent notre sensibilité, qui vont nous proposer des textes qui vont correspondre à notre manière de... Enfin, qui correspondent à ce qu'on... qui correspond à ce qu'on cherche, mais c'est pas vrai non plus, parce que je vais publier un livre catalan d'une autrice dont j'avais beaucoup publié de textes déjà. J'avais publié 4 ouvrages, et là le dernier livre est totalement différent, très étrange, puisqu'il se passe entièrement dans un cimetière. Donc sincèrement, c'était pas un texte que j'attendais, c'est un texte qui m'a complètement déstabilisée, mais que je trouve extraordinaire. Mais vraiment, la poésie étrangère pour moi est extrêmement importante parce qu'elle permet d'avoir aussi un regard sur le monde et sur d'autres problématiques, sur d'autres langues. En général, les livres que l'on publie sont toujours bilingues, donc ça permet aussi d'avoir d'autres langues, d'autres sons, même si je ne comprends pas, par exemple, le polonais, ni l'afrikaner, ni le cap, ni voilà. Je pense que c'est intéressant qu'on voit l'écriture, qu'on puisse peut-être essayer de deviner le son. Et parallèlement à ça, bien sûr, c'est un travail avec des traducteurs avec qui j'aime travailler et en qui j'ai extrêmement confiance. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Je pense que c'est... je ne sais pas, je pense que c'est pour moi un besoin, une nécessité, mais je pense que c'est surtout quelque chose qui peut aider à décrypter le monde pour une raison simple. Je pense qu'on est arrivé à une période dans laquelle il y a une langue véhiculaire permanente qui fait qu'on a des éléments de langage. Et j'ai toujours un exemple, puisque moi je suis petite fille de réfugiés espagnols. Donc dans mon village des Pyrénées, il y avait au moins un quart de la population qui était des réfugiés espagnols. On était des réfugiés, donc ça voulait dire on était accueillis. Je pense que le glissement de réfugiés à migrants, puisque maintenant la langue, quand on parle des gens qui traversent la mer, on parle de migrants, ce glissement de mots fait qu'on n'a pas le même regard
Un réfugié, c'est quelqu'un qui a des problèmes et qu'il faut qu'on accueille puisqu'il va se réfugier auprès de nous. C'est presque une nécessité morale. Un migrant, je pense que ça reprend un peu les oiseaux migrateurs. Enfin, c'est presque plus animal pour moi. Et je pense que c'est très important et la poésie fait ça, c'est-à-dire qu'elle interroge cette langue qui semble qu'on entend en permanence, qui fait qu'on ne se rend plus compte que petit à petit on nous donne des éléments pour appréhender des mots, pour appréhender le monde, qui sont peut-être pas des mots adéquats. Et ce que je cherche dans la poésie, c'est justement que la poésie interroge la langue que l'on parle tous les jours. Et qu'elle, justement, en faisant ce décalage, elle nous permet aussi de faire un décalage vis-à-vis de ce qu'on nous dit, ce qu'on entend en permanence. Voilà, pour moi, c'est fondamental. Et tu fréquentes le festival de poésie de Sète et le marché de la poésie de Paris aussi. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur ces deux événements importants? Alors, les deux sont différents. Le festival de Sète est passionnant parce que on entend beaucoup de poètes et beaucoup de voix venues de Méditerranée. Moi, j'ai découvert et j'ai publié grâce à Sète un certain nombre de poètes, qu'ils soient irakiens, syriens, palestiniens. Donc c'est vraiment un lieu où on a un marché, on est là avec nos livres, on essaye de les présenter, de les vendre, mais aussi c'est un lieu où on va écouter les poètes, où on va faire des découvertes. Le marché de la poésie, c'est le moment fondamental pour tout éditeur de poésie, puisqu'on a une économie très fragile. C'est un endroit où il y a 500 éditeurs de poésie, donc c'est énorme. Et c'est vraiment un moment où on peut montrer pratiquement tout son travail et les gens viennent pour acheter de la poésie. C'est vraiment économiquement un moment très important. Il y a aussi des lectures, il y a aussi une scène, mais moi par exemple au marché de la poésie, je ne peux pas sortir de mon stand. Je suis coincée du premier jour jusqu'à la fin parce que les gens viennent me voir, on rencontre beaucoup de lecteurs. Voilà, c'est important économiquement, c'est aussi important pour les rencontres entre les poètes, les lecteurs et les éditeurs. C'est vraiment un moment passionnant parce on a besoin de se rencontrer, on a besoin de découvrir le travail des autres, on a besoin, parce que quand on est au marché de la poésie, quand on se promène, on voit le travail d'un nombre très important d'éditeurs et on voit à quel point ce monde est vivant, tonique, intéressant, avec des courants très divers. Voilà, c'est vraiment pour moi le courant littéraire pratiquement le plus passionnant. Je voudrais lire un extrait de Ceux qui vont par les étranges terres, les étranges aventures qu'errant, de Claude Favre. Elle est invitée au Festival de Voix Vives, mais c'est aussi un texte magnifique qui parle justement des laissés pour compte. Je vais juste lire la première page. N'imagine les disparus, errants, perdus, les poursuivis, les contrôlés, aimants, les ombres et les enfants de Deligny, ceux du bord, bout de l'eau, les vagabonds aimants, déserteurs de clans, fouteurs de vie en l'air, qui s'arrachent, arrachent, à tout bout de champ, rayés de la carte. Mais les vrais noms ne sont pas sur les cartes, et les bateaux quittent vraiment les quais, d'aucuns jamais ne reviennent jamais, péris, en mer, en désespoir, en vie, péris pour la fortune, tranchée, cale, métamorphose, conteneur sans air, bout de soute, asphyxié, au fond noyé, foutu au fond, mouru, muet, ou sous le galop d'un cheval, siècle devenu fou, fou, cavalier au désir fou, par les étranges terres, les étranges aventures qu'errant.
Alors ça me fait plaisir de lire le livre de Paul de Brancion, Le marcheur de l'oubli, qui est un livre bilingue en français et en corse, parce qu'il a en même temps, ce livre a été totalement composé par un compositeur qui s'appelle J. Cagnard, qui avait fait des cantates profanes. Et en fait, c'est le premier livre que je n'ai jamais publié. Donc c'est aussi l'une des choses importantes qu'il faut savoir en poésie. Un livre qui a 15 ans est toujours un livre qu'on va défendre et qu'on va porter. On n'est pas dans le livre qui, au bout de 2 mois, doit disparaître. C'est vraiment... la poésie n'est pas périssable. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les libraires, les gens comprennent. C'est que le premier livre d'un poète, même s'il l'a écrit il y a très longtemps, est toujours d'actualité. Quand c'est un bon poète, bien sûr. Ils m'ont très souvent tué, et ce seul sujet m'indispose, comme l'exploit d'un huissier de malheur. La liste des objets saisis sur mon corps s'allonge. Ils ont pris le bras, je l'ai coupé. Ils ont pris le corps, je l'ai oublié. Ils ont arraché l'âme, je l'ai cachée. Il reste ma volonté intacte de célébrer des mots dans leur ensemble, d'où naîtra le fracas de mon nom. Alors je vais lire un extrait d'Amnésie collective, poète sud-africaine, jeune femme noire et queer, fille de pasteur. Grandir en étant noire et chrétienne. Le premier homme que l'on t'apprend à révérer est un homme blanc. Ensuite, tu vas à l'école et tu apprends la même chose. Nous ne scions pas. Nous posons des questions. Et c'est comme ça, partout, tout le temps, l'Évangile est la manière dont la blanchité entre chez nous par effraction et nous met à genoux. Extrait de Troué de Maud Thyrien, qui vient de recevoir un prix. Mais bon, je vais surtout lire ce texte qui parle de la violence faite aux femmes. Trop longtemps, les doigts autour du cou serrent à coups de serre, griffes, tirent cheveux, nuque, nerfs. Le front peut-il se décoller de la racine? Trop longtemps traquée à ne plus bouger, terrée là, enterrée vivante, la mutique mutilée, à avaler gorgée de nuit, entre et suit. Merci beaucoup. Merci à toi.